les gens, les étudiants allaient en s'amoindrissant parce qu'il y avait trop de problèmes, il y avait des guerres, la parnasse était très difficile. Donc il a dit, si maintenant on ne va pas synthétiser, on ne va pas écrire, on ne va pas compiler, on ne va pas noter, la Torah elle va être oubliée des Bnei Israël. Ok? Alors, ça on l'a fait. On avait aussi expliqué la dernière fois que tout le monde écrivait, mais pas de manière officielle. Donc si maintenant j'ai étudié quelque chose, je me rappelle que j'ai dit un petit chidouche, j'écris. Si maintenant j'ai entendu le Rav me dire quelque chose que moi je ne connaissais pas, je l'écris et je le répète. Quand je le révise, je le répète jusqu'à que je le connais pas. Ok? Je suis maintenant à partir du chapitre qui commence par Rabbeinu Akadosh, je suis à la 2. 9, à la 9e ligne. Attendez. Celle-là. À partir du chapitre. Non, là c'est la feuille que je vous ai donnée. C'est pas voilà, c'est là. Ah, d'accord. 9e ligne. Ah, ok. Véhou. Vous y êtes Alors. Non, à partir de la. Il y a le chapitre Rabbeinu Akadosh, le paragraphe, pardon. Donc la 9e ligne. Vehu kibetz, vous y êtes? Après le point. Vehu kibetz. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi? Vehu kibetz. Dans le livre La Mishnah, qu'est-ce qu'il a dû faire comme travail? Il a dû séparer les sujets. Alors d'abord, séparation des sujets, ça c'est très très bien, bien évidemment. Mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, quel est le problème qu'on a quand on étudie la Torah? De la compréhension et de l'analyse de chaque... Aujourd'hui, vous-même, quand vous avez des questions, si vous allez voir 10 rabbanim différents, combien d'avis vous allez avoir? On va avoir diverses... On va avoir diverses... Au moins. Parce que chaque rab, il peut vous dire encore, mais maintenant, ça dépend de... 11 versets. Donc c'est possible que sur 10 rabbanim, j'en ai 15 versions. 15 avis. Pourquoi? Est-ce que les rabbanim ne savent pas ce qu'ils veulent? C'est pas ça. C'est parce qu'en vérité, étant donné que chaque rave, il enseigne selon sa manière, il enseigne, il comprend la Torah, entre guillemets, à sa manière, pas dans le sens péjoratif, mais c'est-à-dire il a aussi son expérience, etc., etc. Donc chaque grand rave, il va donner sa vision à lui dans la halachot. Alors bien sûr, après plus tard, on va étudier que les rabbanim ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Un rave, il ne peut pas remettre en cause le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il ne peut pas remettre en cause la Gemara. La Gemara ne peut pas remettre en cause la Mishnah. Il y a un respect automatique, un respect obligatoire des écrits antérieurs. Mais ça ne change pas que sur des choses qui n'ont pas été explicitement écrites, ben les rabbanim sont à peu près, entre guillemets, ils ont un peu plus de marge. Donc qu'est-ce qui se passe? On a vu juste avant qu'il y avait à peu près une trentaine de générations de rabbanim et de beddin. Vous croyez que pendant les 20 générations, ils ont répété comme des bêtes? Non, chacun il amenait. En plus, avant, je vous donne un exemple tout simple. À l'époque de Moshe Rabbeinu, cuire Shabbat, c'était quoi comme problème? C'était quoi cuire Shabbat? Je n'ai pas compris. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il a interdit de cuire Shabbat. De faire de la cuisson. À l'époque de Moshe Rabbeinu, faire cuire quelque chose Shabbat, c'était quoi? Simple. Vous prenez du bois, vous mettez de l'eau dans une marmite, Et vous faites cuire. On est d'accord? Ils sont arrivés en Israël, il y a les eaux de Tibériade, où je crois que peut-être dans certaines sources, ça peut être très 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 chaud. Ça peut cuire ou ça peut pas cuire? Avant, ils n'avaient pas le problème du soleil parce qu'il y avait les colonnes de nuée qui les protégeaient. Ils arrivent en Israël. Le sol il est brûlant. Je vais faire une omelette sur une tôle que je pose sur le sol. Je vais faire une omelette. C'est cuire ou c'est pas cuire? Oui. Interdit ou pas interdit? Mais 2 secondes. Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a jamais parlé de tôle de fer. Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a jamais parlé de sable brûlant. Il n'a jamais parlé de ça. Moshe Rabbeinu, quand il est venu, il a donné la Torah. Il a dit cuire. C'est interdit Shabbat. Cuire, pour ce qu'il y avait à l'époque, entre guillemets, cuire, c'était une marmite, de l'eau, du manger dans de l'eau ou d'autres choses, des ingrédients pour faire les couleurs et tout ça. En tout cas,
une marmite, du feu, et ça c'est cuire. Vous changez complètement. Aujourd'hui, le micro-ondes, c'est cuire ou c'est pas cuire? Parce que c'est pas ce que Hachem nous a. C'est pas. C'est pas évident. On a, Oui, besoin fallait- on a besoin, au fur et à mesure que on évolue, on a besoin de redéfinir les concepts. Donc il est évident que lorsque Hachem nous a, Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, cuire, c'était simple. Cuire, c'était simple. Cuire est égal marmite, eau Feu. et ingrédients et feu. Et feu. Ça c'était cuire. Mais après, en plus la marmite à l'époque elle était comme en céramique, en argile. Non, en terre. En terre. Très bien, maintenant je mets une marmite en fer. Peut-être c'est plus la même. Peut-être, c'est la même, mais peut-être. En tout cas, ça doit être ce qu'on appelle une souga, ça doit être un nouveau sujet, ça doit être un nouveau dossier qui est ouvert. Si c'est du fer. Après, si c'est pas de l'eau. Si, je sais pas moi, peut-être il y avait de l'huile à l'époque, ou je sais pas moi, une autre. Allez, vas-y, on va laisser l'eau. Je sais pas un autre exemple. Si maintenant, les ingrédients, allez, on va laisser. Mais si maintenant, c'est pas du feu, c'est la chaleur du soleil. Chaleur du soleil. Du sable. De nos jours, chaleur du sable, chaleur du micro-ondes. Si maintenant, je laisse un œuf dehors à Eilat. À Eilat, vous mettez vos affaires qui sortent mouillées de la machine à laver, vous laissez en une demi-heure, c'est fini. C'est sec et même repassé presque. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Vous laissez, vous avez envie de vous faire un œuf au plat, un œuf dur, Shabbat. Vous prenez l'œuf, vous le mettez sur le balcon, vous le mettez. Vous revenez une heure plus tard, il est cuit. C'est cuire Shabbat ou c'est pas cuire Shabbat? C'est cuire. Oui, nous, parce Alors. on sait. Alors, je ne vais pas donner la réponse maintenant, parce que ce n'est pas du tout le sujet, mais concrètement, au passage c'est interdit, concrètement, non, de faire cuire un œuf comme ça, Ah, sur le soleil, Ouais, alors. ouais. Mais ça va être tout le temps ou juste Non, Shabbat. non, ça va. Donc, maintenant concrètement, il fallait bien qu'un rave, que son élève, la mère de son élève, lui a posé la question. Lui, il ne connaît pas la halakha, parce que lui, ce qu'il connaît dans cuire, c'est marmite, eau, ingrédients, feu. Lui, sa mère, elle lui dit, mais dis-moi, viens te préparer un œuf tout frais que je viens de faire cuire au soleil. Maman, c'est Shabbat. Et alors, c'est pas marqué comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va aller voir son rave. Mais son rave lui-même, c'est la première fois qu'il entend l'histoire. Donc, il va ramener le dossier. Des fois, quand vous allez dans certains beddin, des fois, les sujets sont tellement épineux. C'est que le rave, un des raves du beddin, par exemple, il prend le sujet, il enlève les noms, il met le dossier sur la table des élèves. Et venez, ce qu'on appelle être melaben la halacha. C'est quoi être melaben? On éclaircit le sujet. Et donc, on va travailler, des fois, ils peuvent travailler sur un sujet épineux pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le dossier, un œuf sur le soleil, il l'amène à la yeshiva, il l'amène à son rave lui-même. Il faut qu'il donne une réponse claire, mais pour donner une réponse claire, il faut qu'il éclaircisse le sujet. Et donc, au final, maintenant, peut-être que dans la même époque, ils ont eu la même question, ils vont donner un autre rave, avec d'autres élèves, et avec d'autres modes de pensée, avec d'autres réflexions, comme Hillel et Shammai, etc., etc. Donc au final, qu'est-ce que Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda Yanassi devait faire? Il a dû récupérer les savoirs de tous les rabbanim d'Eretz Israël, de toutes les yeshivot d'Eretz Israël. Il a dû compiler, il a dû connaître, en tout cas il devait être au courant de tout ce qui a été enseigné à l'époque. Maintenant, c'est possible que le rab de Tzfat, en tout cas la yeshiva de Tzfat, et la yeshiva de Be'er-Sheva, c'est possible qu'au final ils ont eu la même conclusion. La même conclusion. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que c'était la même conclusion, et selon certaines règles, et il a synthétisé les deux discussions en une seule discussion, pour faciliter le travail aux élèves. Ok? Alors regardez ce qu'il y a marqué. Ve'u kibetz kol hashmuot ve'chol hadin. Et il a rassemblé toutes les shmuot. C'est quoi les shmuot? Tous les enseignements, toutes les choses qui ont été dites. Ve'chol hadinim, et toutes les lois qui ont été parlées en Eretz Israël. Toutes les lois, ça c'était la Mishnah. Ve'chol habe'urim. Il a aussi inclus à l'intérieur de la Mishnah
toutes les explications, והפירושים et les commentaires et les explications, ששמעו ממשה רבנו, qu'ils ont entendu de Moshe Rabbeinu. Il y a des règles qui sont restées de Moshe Rabbeinu intactes jusqu'à nous, parce que c'est des règles absolues, comme par exemple que consommer c'est 30 grammes, c'est un kazaït, etc., etc. Donc il y a des règles absolues. ושלימדו בית דין שבכל דור ודור, בכל התורה כולה. Où tous les enseignements que dans chaque beit din, ils ont enseigné au nom de Moshe Rabbeinu, ils ont enseigné selon les lois, les règles que Moshe Rabbeinu nous a enseignées. וחיבר מהכל ספר המשנה. Et il a écrit, il a compilé de tout ça, il en a fait un seul livre. Ce livre-là s'appelle Mishnah. Quelqu'un peut me rappeler c'est quoi la traduction de Mishnah? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi son langage Mishnah? Alors, dans Mishnah, c'est quoi la racine du mot Mishnah? Enfin, pas la racine, pas la racine. C'est un petit indice. Je ne sais pas exactement en vérité si c'est le bon indice. Mais, si maintenant vous prenez ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez comme nom, comme mot, avec Shin et Nun? C'est quoi? Chéné, c'est quoi chéné? Deux. Mishneh, c'est faire deux fois, on va dire. Faire deux fois. Les shanen, c'est réviser. Donc on répète. En vérité, c'est quoi le but de la Mishnah? Alors, les shanen, ça veut dire aussi étudier, tout simplement. Mais peut-être que la racine du mot les shanen, Mishnah, c'est le principe de répéter, réviser, revoir. Un exemple, pourquoi, je vous avais déjà expliqué, le livre Devarim de la Torah, il est appelé Mishneh Torah. Pourquoi il est appelé Mishneh Torah? Parce que vous recommencez depuis le Ve'elea Devarim, Asher Diber Moshe El Kol Israël, le premier mot de Ve'elea Devarim, il va en train de répéter qu'est-ce qui s'est passé à Chorev, qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé avec Korach, qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, qu'est-ce qu'on a, à Kadosh Baruch Hu, il avait dit tel et tel halachot, il revient sur tel halachot, il dit des nouvelles halachot, mais il répète beaucoup de ce qu'on a enseigné pendant les 4 premiers livres. Donc, Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. Mishnah, pourquoi il appelait ça Mishnah? Parce qu'en vérité, le but de la Mishnah, c'est quoi? C'est que maintenant, tu vois là, tout ce que tu devais aller chercher dans ce livre-là, dans ce livre-là, dans ce livre-là, dans ce livre-là, chez un tel raf, chez un tel raf, chez un tel raf, chez un tel raf, maintenant je te facilite l'histoire. Viens maintenant, je te donne la possibilité d'être méchané, de réviser, de retravailler de. On continue encore quelques lignes parce que ça va être un peu intéressant. Vous parlez de 4 livres ou des 5 livres? Non. Nous, ce qu'on parle, c'est de la Torah orale. La Torah orale, avant Rabbeinu Akadosh, avant Rabbi Yehuda Hanassi, il n'y avait pas de livre de la Torah orale. Il n'y avait que le Chumash, qui était les 5 livres. Après, bien évidemment, les Nevi'im, Ktuvim, etc. Ça, oui. Mais je parle de livres d'études. Donc, tout le reste de la Torah, elle était à l'oral. Il est venu Rabbi Yehuda Hanassi. Il a tout compilé, comme on l'a dit à l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi? En tout bon auteur qui se respecte, eh ben, il promouvoit son livre. De quelle manière il a promu son livre? Parce qu'à l'époque, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, si quelqu'un il veut étudier le Shulchan Aruch à partir des commentaires des rabbins contemporains, ça va être compliqué. Parce qu'on s'est, entre guillemets, éloigné du Shulchan Aruch. Pourquoi on s'est éloigné? Parce que chaque rav, il ramène sa manière. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, si maintenant on va laisser la Torah telle qu'elle, plus personne n'aura les termes, les mots, les techniques, la synthèse de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? À partir d'aujourd'hui, chez moi, à la Yeshiva, on va apprendre qu'un seul livre dans le texte qui s'appelle la Mishnah. Ok, regardez dans les mots. Veshineno lachachamim berabim. Et il a enseigné, il a appris les rudimentaires de la Mishnah, il a appris la Mishnah, il a enseigné la Mishnah, donc son livre à lui. Lachachamim o chachamim. Venigla l'école Israël, uktavu kulam. Et cette Mishnah-là, elle a été révélée à tous les bénis Israël. Maintenant, lui, Rabbi Yehuda, il n'y avait pas l'imprimerie. Peut-être qu'il y avait l'imprimerie, je ne sais pas s'il y avait l'imprimerie. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait chacun? Ils prennent le premier livre de Rabbi Yehuda Hanassi, ils l'écrivent. Il écrit pour qu'il le ramène à la maison, il révise, il répète par cœur. Uktavu kulam, et tout le monde a écrit. Veri betso,
Et ils ont diffusé ce livre-là, donc la Mishnah, Bechol Makom, dans tous les endroits. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'était une compilation de toute la Torah entière, la Mishnah, donc celui qui connaît toutes les Mishnah par cœur, il connaît tout Torah Sheba'al Peh. En tout cas de l'époque. Pourquoi il a fait ça, Rabbi Yehuda Hanassi? Alors maintenant, au passage, vous savez que à la base, ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi était un interdit. Dieu il nous a donné une Torah écrite et la Torah orale pour expliquer. Si elle s'appelle orale, c'est que j'ai pas le droit de l'écrire. À tel point que certains rabbanim se posent la question avant d'écrire leur livre, est-ce que je l'écris ou pas? Parce que si c'est pas pour rajouter dans l'étude de la Torah, si c'est juste comme ça pour raconter ce que j'ai envie de raconter, donc j'écris de la Torah orale. On n'a pas le droit d'écrire de la Torah orale. Mais ça se serait perdu. Bravo. Et ça Qu'est-ce qui s'est s'est passé? Et ça s'est perdu d'ailleurs, il paraît qu'on en a perdu, non? De la Mishnah? Non. Pas Dans la vraiment. Torah orale, on a perdu les commandements? Alors, il y a marqué qu'il y a eu des périodes où, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a beaucoup pas de commandements, beaucoup d'explications, beaucoup de détails qui ont été perdus. Et c'est après les Chachamim plus tard qu'ils ont réussi à revenir sur les détails premiers. Ok? Mais concrètement, si on n'avait pas eu la Mishnah, oui, c'est évident que ça serait perdu. Avant l'époque, vous prenez juste, par exemple, prenez les Juifs du Maroc. Ok? Les Juifs du Maroc, pour eux, à l'époque, chez eux, vous demandez aux anciens, ils allaient au Melach. L'étude de la Torah, c'était le sport de la ville. C'est quoi le sport de la ville? Tu vas à l'école. Tu as terminé l'école. Tu vas au Talmud, comme ça ils disent. Tu vas à la yeshiva, tu vas au Beth Midrash. Tu vas faire Shachrit, tu vas faire Mincha, tu vas faire Arvit. C'est pour ça que les Marocains, ils connaissent toutes les prières. Pourquoi? Parce que c'était le sport national, c'est le sport national. On n'avait rien d'autre à faire, mais c'est comme ça qu'on vivait. Ils sont partis en Israël. Là, c'était moins...